Ce 9 avril 1955, Jules Melvurne se sent enfin soulagé. Depuis 12 ans, ses frères juifs de Charleroi le maudissent. Pourquoi en veulent-ils à celui qui a affronté la Gestapo pour les protéger, au risque de sa propre vie? Voici le résultat de notre enquête. Après 1918, on manque de bras à Charleroi. Les étrangers sont les bienvenus. Ils arrivent d'Italie et de Pologne. Parmi les Polonais, de nombreux Juifs fuient la pauvreté et l'antisémitisme. Le jeune Jules Melvurne a 21 ans lorsqu'il arrive en juillet 1920. La plupart des nouveaux Juifs de Charleroi s'efforcent de renouer avec leur métier traditionnel. Les affaires de Jules Melvurne décollent. Il fonde une famille. Désormais, Jules Melvurne aspire à être reconnu par les 2000 Juifs qui ont immigré à Charleroi après lui. Il se rêve en notable, respecté et aspire à jouer un rôle en vue dans la communauté. Une petite équipe de la Gestapo vient de débarquer. Ils se font très discrets. Comme tout le monde, les Juifs ne connaissent que la Kommandantur, le siège de l'administration allemande d'occupation. Les Allemands semblent corrects. En décembre, tous les Juifs adultes doivent pourtant se faire inscrire dans un fichier spécial. On s'interroge, mais chacun obéit. Il est impossible d'imaginer le drame qui va se nouer. L'occupant vient d'imposer une association des Juifs en Belgique, l'AJB. Il a placé le grand rabbin à sa tête. Pour Charleroi, le grand rabbin ne sait à qui s'adresser. On lui renseigne un homme un peu en vue, un certain Jules Melvurne. Trop honoré, Jules Melvurne accepte la mission de diriger l'AJB de Charleroi. Elle compte 1112 personnes. L'occupant exige maintenant la liquidation des commerces juifs. À Charleroi, quelques militants communistes juifs ont décidé dès 1940 d'entrer en résistance. Ils ont fondé une organisation clandestine, Solidarité Juive. Un jeune comptable célibataire en fait partie. Il s'appelle Max Katz. Jules Melvurne installe la JB de Charleroi dans le bâtiment de la synagogue. Il multiplie les commissions, il désigne ses proches et fait aussi place aux bonnes volontés. Sa désignation est bien acceptée. Tous les membres actifs de la JB se croient protégés. Les Allemands chargent maintenant les comités de la JB de constituer un nouveau fichier. Cette fois, même les enfants devront être répertoriés. On leur obéit à Charleroi comme ailleurs. Jules Melvurne ne peut ignorer qu'une copie du fichier passera dans des mains allemandes. Mais il n'a aucune marge de manœuvre. À ce moment, il observe par contre la confiance que les Juifs de Charleroi placent en lui. Melvurne se félicite aussi d'avoir recruté une perle rare. Le secrétaire comptable, qui a accepté d'être son collaborateur, va même l'accompagner aux réunions de la JB à Bruxelles. Il s'appelle Max Katz. Melvurne est à milieu d'imaginer que Solidarité Juive vient d'infiltrer la JB de Charleroi. On exige maintenant de créer un enseignement séparé pour les enfants juifs. Katz et Melvurne
rencontre les nouvelles autorités communales, mais le projet s'enlise. Max Katz accompagne Melvurm à l'Office du travail. On vient d'imposer un travail obligatoire pour les Juifs. La plupart des Juifs de Charleroi considèrent que Melvurm et la JB les protègent. Or, les Allemands exigent désormais le port de l'étoile jaune. À Charleroi, les étoiles sont distribuées à l'hôtel de ville. Elles font leur apparition dans les rues. Nouvelle convocation à l'Office du travail. Cette fois, les rexistes exigent une liste de 500 juifs présumés aptes au travail. Katz et Melvurm répondent que leurs listes ne sont plus à jour. Du coup, l'Office s'adresse aux autorités communales. Elles font distribuer 500 convocations pour une visite médicale le 31 juillet à la rue Dupré. Max Katz s'est bien gardé de dire à Jules Melvurm que ses camarades de Solidarité juive font le tour des convoqués. Ils veulent les dissuader de répondre à l'appel. 200 personnes seulement se présentent ce 31 juillet. Jules Melvurm les accueille brièvement avant de rejoindre une réunion à Bruxelles. Mais la visite médicale est un piège. Des policiers encerclent les appelés. On les escorte jusqu'à la gare de Charleroi-Sud, où les attendent des feiles gendarmes qui les poussent dans un train. Direction le mur de l'Atlantique. Quant à Jules Melvurm, voici ce qu'une enquête en retiendra après la guerre. Himmler vient d'ordonner le transfert à l'Est des Juifs de l'Ouest. Officiellement, ils devront y assurer des prestations de travail. À la Gestapo de Charleroi, le Judenreferent et adjudant SS Heinrich Knappkotter passe à l'action. Il s'en est expliqué lors de son procès après la guerre. Pour éviter de devoir eux-mêmes se rendre à cette caserne de Malines d'où partent les trains vers l'Est, les administrateurs de la JB de Charleroi ne pensent plus qu'à se protéger eux-mêmes. Melvurm répercute les yeux fermés les garanties piégeantes de bon traitement fournies par les Allemands. Désormais, des vieillards et des enfants sont également convoqués. Certains dirigeants de la JB de Charleroi conseillent de se rendre à Malines. Comme d'autres convoqués, Bernard Hofrichter lui fait confiance. Mais de nombreux Juifs de Charleroi se sentent trahis, et Melvurm ne sait plus que faire. Ce 17 août 1942, 2998 Juifs de Belgique ont déjà quitté Malines. Bernard Hofrichter et 199 autres Juifs de Charleroi, de 11 à 69 ans, font partie de ces 3 premiers convois. Un seul survivra. Bernard ne reviendra jamais. Il a été gazé dès sa sortie du train. Sous prétexte d'assister à des réunions de la JB à Bruxelles, Max Katz y rencontre d'autres résistants juifs. Ce jour-là, en revenant de Bruxelles à Charleroi, il est particulièrement inquiet et il va chercher très rapidement à les contacter. Ce qu'il a à leur dire, c'est qu'il a appris que des rafles monstres avaient été organisées à Anvers et à Bruxelles. Ensemble, évidemment, ils se disent que le tour de Charleroi va arriver et donc ils se mettent encore plus énergiquement à chercher des planques chez des citoyens courageux.
À 19 heures précises, Jules Melvurn arrive au nouveau siège de la Gestapo, à quelques centaines de mètres de chez lui. Knapkotter l'attendait impatiemment. Il va droit au but. Il faudra revenir à 9 heures le lendemain, lui remettre une liste d'adresses à jour de tous les Juifs de Charleroi. Jules Melvurn rentre chez lui, complètement désemparé. Il a appelé Katz. Le couvre-feu est tombé depuis longtemps quand la sonnette retentit. Katz est accompagné de 2 résistants. Melvurn tombe des nues en apprenant l'existence de Solidarité juive et du double jeu de son secrétaire. Melvurn leur explique ce que Knapkotter attend de lui. Que le lendemain 9h, s'il n'est pas là avec sa liste, il va se faire arrêter avec sa femme et avec sa petite fille. Pour les résistants, il n'est pas question, absolument pas question, de livrer la communauté aux Allemands. On cherche une parade. Melvurn est coincé. Le temps presse. Le matin se lève. Un pacte a été conclu. Melvurn sait ce qu'on attend de lui. Il est atterré en raccompagnant les résistants à sa porte. Et il se dit qu'il n'a plus rien à perdre. Il est 9h et Knapkotter jubile. Il tient en main la liste de tous les Juifs de Charleroi avec leurs adresses. Melvurn vient de lui remettre, on le laisse sortir sans difficulté. Knapkotter donne ses ordres, immédiatement, on réquisitionne des pelotons de feldgendarmes, on prépare des camions. Et Melvurn donc est sorti. Très discrètement, il quitte Charleroi et manifestement, on ne l'a pas suivi. La course contre la montre est terminée. Les résistants de Solidarité juive peuvent enfin poser leur vélo. Pendant qu'ils reprennent leur souffle, les feldgendarmes se sont déployés dans les faubourgs. Ils encerclent les maisons indiquées sur la liste. Aucun juif n'y habite. Les Allemands sont furieux. Leurs camions foncent vers les rues autour de la synagogue. De tous les juifs qui viennent de recevoir la visite éclair de Solidarité juive, ceux qui ont accepté d'abandonner leur logement à la seconde sont déjà à l'abri. C'est par exemple le cas du tailleur Kempinski. Les Allemands sont arrivés chez lui peu après sa fuite. J'ai identifié 27 Juifs de Charleroi qui entrent à Malines 2 jours plus tard. La plupart proviennent des quartiers éloignés de Charleroi. Ce sont donc des personnes que les résistants n'ont pu joindre en vélo lorsqu'ils ont donné l'alerte. Ceci étant, ce sont des centaines de Juifs qui auraient normalement dû être arrêtés à Charleroi. Et en ce sens, on peut considérer que l'action des résistants a remporté un succès inespéré. C'est d'ailleurs un exploit unique en Belgique occupée. Quant à Melvurn, il avait accepté le pacte noué la nuit précédente avec Solidarité juive. Il est donc allé remettre à la Gestapo la fausse liste fabriquée pendant la nuit pour disperser les Allemands. En retour, Katz et ses camarades ont trouvé une cache pour sa femme et sa fille. En fin de journée, Melvurn les a rejointes. La famille se cachera dans la campagne autour de Namur. Quant aux résistants, ils vont assurer la prise en charge de centaines de leurs protégés qui viennent de passer dans la clandestinité. Ils vont devoir patienter pendant 2 ans encore jusqu'à la libération. Une libération que Max Katz ne verra jamais. Il est arrêté à Namur. Les Allemands le soupçonnent de porter de faux papiers d'identité. C'est au nom de Charles Gilbert qu'il sera déporté. L'ancien secrétaire de Melvurn décède à Buchenwald, 2 mois avant la capitulation. Il n'a pas été démasqué. Knapkotter et ses hommes reviendront à Charleroi dès 1946 pour y être jugés.